Donc bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui donc pour un webinaire exclusif sur l'impact de la réforme TVA 2025 qui risque de bouleverser le quotidien des investisseurs immobiliers et des entrepreneurs. On en parlait juste avant avec Dimitri, mais il va vous expliquer tout ça pendant ce webinaire. Petit rappel, donc moi je suis Maude, je suis responsable des partenariats chez Smiley, le logiciel qui permet aux acteurs de la location saisonnière de gérer tous leurs biens au même endroit et d'augmenter leur réservation de 40% en moyenne. Donc, là, on est aujourd'hui avec Dimitri Boujard, avocat expert en location saisonnière et partenaire de Smiley, qui va décrypter avec nous les changements de la TVA et nous aider et vous aider à anticiper les conséquences de cette réforme. Donc, Dimitri, je te laisse te présenter. Merci Maude. Donc bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je reconnais d'ailleurs quelques personnes que je connais déjà, comme Claude. Euh, voilà, avec qui on aura sans doute un petit rendez-vous encore ce soir à 20h30. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, je suis ravi de vous retrouver. C'est des sujets qui me passionnent en tant qu'avocat. Je suis donc inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et je suis investisseur immobilier depuis 25 ans maintenant. Donc, mon but, c'est d'aider les investisseurs immobiliers, mais également les conciergeries, les sous-loueurs, les pros de l'IMO à rester au courant de tout ça et à pas trébucher. On va voir que sur la TVA particulièrement, on ne nous a pas gâtés en ce début d'année. Donc, il n'y a pas de grosse catastrophe en vue, soyons clairs. Mais vous qui êtes essentiellement des conciergeries et parfois des gros loueurs en meublé, vous allez voir qu'il y a des conséquences et que pour l'instant, comme bien souvent, comme c'est récent, on n'a pas encore toutes les réponses. Alors, je dois dire qu'on a atteint un certain degré dans l'incertitude actuellement, et il va falloir être assez précautionneux. Donc, avocat depuis 95, investisseur depuis maintenant 25 ans, et puis enfin entrepreneur web, puisque j'ai le plaisir de travailler avec des partenaires comme la société Smiley. Je connais l'équipe, ils sont super sympas, ils sont top. Je les ai encore vus récemment lors du salon des conciergeries locatives de France auquel j'étais, le CLF. Et donc, j'ai une présence sur Internet, une chaîne YouTube, un podcast, Le Droit d'investir. Je vous en toucherai un mot tout à l'heure. Ça, c'est la troisième casquette, entrepreneur. Comme une conciergerie, hein, vous êtes chef d'entreprise. Voilà, je suis comme vous, chef d'entreprise. C'est pour ça que j'essaye vraiment de parler le même langage que vous, puisque je suis investisseur comme vous. Alors, je suis pas concierge, c'est vrai. J'ai deux biens en conciergerie. Par contre, j'ai rédigé des contrats soit pour les agences immobilières avec une carte G, donc j'ai hybridé mon contrat de conciergerie avec un mandat de gestion, histoire que ça soit quand même mieux qu'un mandat de gestion classique qui ne correspond pas vraiment à l'activité, soit j'ai évidemment le contrat de conciergerie de référence pour conciergerie sans carte G. Mais sans plus attendre, on va peut-être attaquer dans le dur du sujet sur notre histoire de TVA. Vous allez voir que c'est couplé avec la para-hôtellerie, que les deux se chevauchent, qu'on a eu diverses modifications et que on va remonter un petit peu quand même au principe, histoire que tout le monde comprenne bien, parce que je vois passer sur Internet un nombre de questions, mais phénoménal, et à vrai dire, il y a énormément de gens qui sont totalement perdus sur ces questions de TVA. Et encore plus quand on parle conciergerie par rapport aux clients qui eux-mêmes sont soumis à la TVA, alors que potentiellement certaines petites conciergeries n'étaient pas encore soumises. Bref, ça devient quand même assez compliqué. Alors sur la TVA, rappelons le principe, hein. Vous avez une activité, vous professionnel, en tant que conciergerie, et c'est une activité commerciale, la conciergerie. Donc vous êtes le plus souvent soumis à TVA, du moins si vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires. On va revenir à ce fameux seuil de chiffre d'affaires, bien sûr. En revanche, vos clients qui font de la location en courte durée, eux, en principe, ne sont pas soumis à TVA. Pourquoi? Et c'est l'article 261D du Code général des impôts. Je rappelle que sur le principe, une activité de location immobilière en France n'est pas une activité soumise à TVA. Donc ça, vous n'avez jamais vu, par exemple, un bail de location nue, loi de 89, ou un bail de location meublée, loi de 89, soumis à TVA. OK? Donc ça, c'est vraiment le principe de base en droit français. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en 2018, le Conseil constitutionnel avait supprimé l'obligation d'inscription au RCS pour les loueurs meublés, puisque justement,
Le Conseil constitutionnel avait relevé à l'occasion de cet arrêt qui est fameux et qui a bouleversé toute la problématique LMNP-LMP. Donc c'est dans cet arrêt que le Conseil constitutionnel avait rappelé que la location immobilière n'était pas une activité commerciale. D'accord? Donc, ça c'est un petit rappel. Cette histoire d'absence d'activité commerciale et donc par principe également d'absence de TVA avait été confortée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024. Alors, là encore, j'étais pas d'accord avec la plupart de mes confrères qui disaient, à- dans une très large majorité, la location courte durée, c'est une activité commerciale, ça a été jugé en 2018, 2020, etc. Je n'étais pas d'accord avec ça, tout simplement, parce que malheureusement, il faut bien dire qu'il y a un certain nombre de juristes qui oublient un petit peu les bancs de l'université et qui oublient comment on interprète des arrêts. D'accord? Et ces arrêts de la Cour de cassation n'avaient absolument pas dit ni posé le principe que la location en courte durée était une activité commerciale. Ils avaient simplement approuvé deux cours d'appel dans des espèces très particulières d'avoir estimé que l'activité courte durée dans ces cas particuliers était une activité commerciale. Et là, justement, confirmation de ce que je soutenais le 25 janvier 2024. Donc, en tant qu'avocat, j'étais plutôt satisfait, puisque dans une affaire qui opposait sur une station de montagne, donc un loueur en courte durée et une autre société, justement sur la nature commerciale ou non de l'activité, la Cour d'appel de Chambéry avait dit que l'allocation courte durée n'était pas une activité commerciale, sauf prestation de para-hôtellerie. Et justement, la Cour de cassation a exactement confirmé ce principe. Alors, elle n'a pas non plus posé le principe de l'allocation meublée courte durée activité civile. Elle a dit, oui, la Cour d'appel de Chambéry a raison, tant qu'il n'y a pas d'activité de para-hôtellerie, c'est une activité civile. Et là encore, activité civile, du coup, bah, on était plutôt tranquille, il n'y avait pas d'incidence de TVA, etc. Parce qu'évidemment, pourquoi je vous fais ce rappel un peu historique pour resituer le contexte? Parce que la TVA est une taxe applicable sur une activité de para-hôtellerie qui est une activité commerciale. Et la quasi-totalité des activités commerciales sont soumises à la TVA. OK? Donc ça, c'est vraiment pour vous, vous rappeler tout ça, vous remettre tout ça en mémoire, pour que vous compreniez l'enchaînement logique qui nous a conduit à la situation 2025, qui est quand même passablement embrouillée sur la TVA. Alors, maintenant que le décor est planté, on va peut-être passer, Maud, s'il te plaît, à la slide suivante. Donc, qui est la para-hôtellerie. Alors, c'est là que ça commence un petit peu à se compliquer. Pour rappel, l'été dernier, l'administration fiscale a modifié le bulletin officiel Finances publiques impôts. Et avant cette modification, on avait donc 4 critères de para-hôtellerie que vous retrouvez ici à l'écran. D'accord? Donc l'activité para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement, donc langage un petit peu ancien, en plus de l'hébergement, avec voilà, d'au moins 3 des services suivants parmi les 4 qui sont cités au, etc. On revient au 261D du Code général des impôts. Et ces services, pour vous résumer la chose, c'était l'accueil même non personnalisé de la clientèle. Ensuite, c'était les prestations de ménage pendant le cours du séjour des occupants. C'était le changement de linge pendant le cours du séjour des occupants. Et c'était enfin le petit déjeuner dans des conditions similaires à celles d'un para-hôtelier. Bon, alors pour le petit déjeuner, c'est vrai que pour les gîtes et chambres d'hôtes, comme je le dis souvent, il y a vraisemblablement en général une salle commune où si on a plusieurs locations en gîte et chambres d'hôtes, les gens peuvent se retrouver le matin, il y a un petit déjeuner un peu élaboré, etc. En revanche, dans l'immense majorité des locations meublées courte durée, dans des copropriétés ou dans des maisons indépendantes, etc., il n'y a pas de fourniture du petit déjeuner. Il nous restait donc 3 critères principalement. L'accueil même non personnalisé. Alors ce critère-là est toujours coché.
d'accord? Puisque simple boîte à clé ou une serrure connectée, c'est de l'accueil, même non personnalisé. Et donc, on avait les deux derniers critères. Changement de linge pendant le cours du séjour de l'occupant, ce qui n'était quasiment jamais le cas. Nettoyage pendant le cours du séjour des occupants, ce qui n'était quasiment jamais le cas non plus. D'accord? Et là, justement, modification du bulletin officiel des finances publiques. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la slide suivante, où on voit qu'il y a des petites remarques en plus. Voilà, l'impact de la modification. Alors, là aussi, du coup, vous avez l'affichage à l'écran de deux remarques. Je vous ai mis remarques en gras et vous allez comprendre ce qui se passe. Mais avant ça, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle euh, une modification a été faite dans le bulletin officiel des finances impôts, finances publiques. D'accord? Je pense pour ma part, parce que c'est toujours intéressant de bien comprendre ce qui se passe hein, et pourquoi le législateur fait ce genre de choses. Alors là, pour le coup, c'est pas le législateur, mauvaise formulation de ma part, puisque ce n'est ni une loi ni un décret, c'est juste une modification administrative, des instructions fiscales. D'accord? Donc on va revenir sur la portée de cette modification également, sachant qu'il y a un recours qui a été engagé contre ces modifications pour faire annuler devant le Conseil d'État ces modifications, un recours a été engagé par le SPLM, syndicat professionnel de la location meublée. Alors, bon, je vais y revenir un bref instant juste après. Donc pourquoi ces deux remarques? Il semblerait, et je m'en étais fait l'écho il y a maintenant, je crois, 2 ans de cela, enfin un petit peu moins de 2 ans, d'un avis du Conseil d'État qui avait indiqué que les critères de la para-hôtellerie n'étaient pas conformes à une directive européenne de 2006. D'accord? Et donc, là, on peut penser qu'ils ont mis un an à rectifier le tir, en gros, puisque il y a un temps de latence hein, dans l'administration, bien évidemment. Donc, on peut penser que c'est suite à cet avis du Conseil d'État de 2023, qui avait été rendu en juillet 2023, coïncidence, ils ont fini par se dire, faudrait peut-être qu'on modifie le bidule. D'accord? Et du coup, on arrive à cette modification opérée le 7 août 2024. C'est là que c'est un petit peu pernicieux quand même, parce qu'ils l'ont fait au mois d'août alors que tout le monde n'avait pas les yeux rivés sur le BOFIP. Hein. Franchement, je trouvais ça un peu dommage. Donc en gros, moi, comme la plupart des autres commentateurs, on a découvert ça en septembre, très concrètement. Euh, et donc, ils font ces modifications et on a ces deux petites remarques qui sont un peu étonnantes. D'accord? Donc, remarque, lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Sous-entendu, l'arrivée du prochain occupant, bien évidemment. Et ça, c'est le nettoyage des locaux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous avez des séjours de moins d'une semaine, et comme je le suppose dans l'immense majorité des cas, vous faites faire un ménage avant l'arrivée du prochain occupant, vous remplissez désormais cette condition de nettoyage de locaux. Donc, vous remplissez un deuxième critère de la para-hôtellerie, puisqu'il suffit, si vous avez un séjour de 2 ou 3 jours, de nettoyer le local avant l'arrivée du prochain occupant pour désormais cocher ce critère de nettoyage des locaux. Avant, c'était juste l'intervention pendant le cours du séjour d'un occupant. Maintenant, c'est entre deux occupants si les séjours sont de moins d'une semaine. Vous voyez la différence? Alors, le fisc dit, c'est juste une remarque et une précision à apporter. On va voir que non, ça va beaucoup plus loin en termes d'impact. Deuxième chose, fourniture du linge de maison, bah, dans l'immense majorité des cas quand même, vous fournissez les draps, les serviettes de bain, etc. Ouais, il m'est arrivé à titre personnel une fois d'aller dans une location courte durée pour 2 ou 3 jours et c'était en option le linge. Bon, très sincèrement, pour 2, 3 jours, je n'ai pas trouvé ça hyper pratique. Parce qu'il était à peu près évident que j'allais pas partir non seulement avec ma petite valise, mais en plus mes draps et mon linge de toilette. Bon, mais ça veut bien dire que dans l'immense majorité des cas,
on fournit effectivement le linge de maison. La liste n'étant pas exhaustive, hein, d'accord? Voilà, la liste est juste indicative. Quand ils mettent drap, serviette, tête d'oreiller, etc. Et là, donc avant, c'était le changement entre deux occupants. Non, enfin, plus exactement, c'était pour remplir la condition, il fallait changer le linge pendant le cours du séjour d'un occupant. Donc, vous ne remplissiez pas cette condition entre deux séjours, évidemment. Mais évidemment, tout le monde change les draps entre deux occupants. D'accord? Ça a toujours été une pratique, heureusement. Et là, remarque, lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est requise lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour, donc sous-entendu du prochain séjour. Donc il m'apparaît à peu près évident que vous allez changer le linge entre deux occupants et que si désormais vous avez des séjours de 1 à 6 jours, donc des courtes périodes de location, vous remplissez aussi ce critère. Forcément, je veux dire, et comme je le dis toujours un petit peu en plaisantant, je ne parle même pas des love rooms, on va changer de linge après chaque nuitée normalement. D'accord? Donc, vous le voyez, par deux simples lignes, ces remarques-là que vous avez sous vos yeux, en réalité, le fisc fait basculer en para-hôtellerie la quasi-totalité des loueurs meublés en courte durée. Ça veut dire que vos clients, si vous êtes des conciergeries, se retrouvent tous quasiment, alors la plupart du temps sans le savoir, hein, puisque eux, en gros, ils s'adressent à une conciergerie pour dire moi, je m'occupe plus de rien, ouf, merci de vous en occuper à ma place. Mais si ce ne sont pas de vrais pros super impliqués qui en plus vont lire le BoFip ou scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver les infos, je vous assure qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout au courant de tout ça. J'ai fait un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine il y a 2 semaines qui m'a dit qu'il n'avait pas vu passer ça, très sincèrement. Et alors, c'est pas son domaine d'activité principal. Moi, je ne fais que ça. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'accord? Mais attention, ça vous concerne vraiment. Et donc, si j'ajoute le fait que le critère de l'accueil, même non personnalisé, est toujours coché, vous avez l'accueil, vous avez désormais le nettoyage, vous avez le linge, vous remplissez 3 critères sur 4, et 3 critères sur 4, le propriétaire qui fait ce type de prestation ou qui a recours à une conciergerie pour opérer ce type de prestation se retrouve avec un statut de para-hôtelier. Voilà. Alors, je sais, j'ai souvent la remarque, oui, mais des propriétaires, hein. Oui, mais si je suis propriétaire euh, et que c'est pas moi qui le fais, je charge une société de le faire ou je le mets en option. Pour moi, la prudence veut de dire que oui, vous remplissez quand même les critères parce que c'est aussi par l'intermédiaire d'une société de service. Donc, une conciergerie qui va s'occuper matériellement de tout ça, elle va le faire pour le propriétaire ou à la demande du propriétaire, suivant qu'on a une carte G, on agit au nom et pour le compte d'eux, on est mandataire, ou qu'on n'a pas de carte G, prestation de service, donc donneur d'ordre, eh bien, oui, on va quand même cocher les critères. D'accord? Donc l'astuce qui consiste à dire oui, mais c'est en option, je ne vais plus le mettre sur le site, etc. J'ai envie de dire, il ne faut pas essayer de feinter là-dessus avec le fisc. D'accord? À un moment ou à un autre, les gens vont se faire attraper. J'en ai qui ne pensent pas que s'ils le mettent plus sur le site, dans leur comptabilité, on va quand même avoir des factures de blanchisserie. Enfin bref, voilà, il ne faut pas frauder avec ce genre de choses. C'est quand même un principe que je rappelle, hein. De toute façon, déjà par principe, il ne faut pas frauder avec la loi ou le fisc. Mais là, à tous les coups, les gens se feront rattraper. D'accord? Alors, maintenant, du coup, passage en para-hôtellerie. La para-hôtellerie, on sort de l'activité classique de location meublée courte durée civile et on se retrouve dans une activité commerciale. Et qui dit activité commerciale dit potentiellement assujettissement à notre TVA. D'accord? Et c'est là qu'on revient au psychodrame des seuils de TVA qu'on va voir juste après dans la slide suivante. Euh, donc, ça, c'est là. Alors, j'ai vu passer une question. Je ne sais pas si. Ouais, je te dis juste, Dimitri, oui, on a une question de Lisa qui nous demande du coup ce qu'il en est pour les séjours de plus de 7 nuits, enfin 7 jours. Est-ce qu'ils Oui. sont exonérés de TVA? Alors, voilà une des premières interrogations à laquelle je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Je vous explique ça.
Si vous ne faites que des séjours supérieurs à une semaine, vous ne cochez pas les critères de la para-hôtellerie. Même si vous nettoyez le linge, changez le linge et que vous nettoyez le logement entre chaque occupant, puisque vos séjours sont de plus d'une semaine. Là, on notera que c'est bien dit, durée inférieure à une semaine. Pour moi, ça veut dire 6 jours ou moins, ou 6 nuits ou moins, durée inférieure à une semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Donc, si vos séjours sont de 7 jours ou plus, normalement, vous n'êtes toujours pas para-hôtelier, ou vos clients ne sont toujours pas para-hôteliers. Question supplémentaire, qu'est-ce qui se passe si j'ai à la fois des séjours de moins de 7 jours et des séjours de plus d'une semaine? Bon, là, on commence à rentrer un petit peu dans la complexité. J'aurais tendance à vous dire, écoutez, dans la mesure où la para-hôtellerie, bah, c'est une activité, elle va rejaillir sur l'ensemble des locations courte durée du propriétaire. Je vois difficilement comment un propriétaire pourrait comptablement, avec l'aide de son expert comptable, avoir une location courte durée avec uniquement des séjours de plus d'une semaine, donc non assujettis à la TVA, et une autre courte durée avec uniquement des séjours de moins d'une semaine et assujettis à la TVA. Puisque, en réalité, l'assujettissement à la TVA n'est pas un assujettissement qui découle de la durée du séjour. L'assujettissement à la TVA découle du statut de para-hôtelier qui lui-même découle de la durée du séjour. Déjà, à ce stade, on se dit, waouh, quand même, ils nous ont pas simplifié la vie. Alors, encore pire, ou plus amusant pour ceux que ça amuserait, là, je vous ai scindé en deux biens. Mais si j'ai un bien sur lequel j'ai à la fois des séjours de moins d'une semaine et à la fois des séjours de plus d'une semaine, est-ce que j'applique de la TVA sur tous mes séjours ou pas? Encore une fois, pour moi, par mesure de prudence, une fois qu'on a basculé sur un statut de para-hôtelier, ben, on applique la TVA sur l'ensemble des séjours, qu'ils soient de plus d'une semaine ou de moins d'une semaine. D'accord? Alors là, attention, vous êtes essentiellement des conciergeries, mais vous pouvez être également investisseur immobilier, donc ça peut vous concerner. Donc vous voyez, je doute qu'on puisse faire une distribution de TVA entre la durée du séjour sur un même appartement. D'ailleurs, je doute que votre expert comptable soit en mesure de le faire et qu'il puisse répartir. Ça deviendrait un véritable casse-tête. D'accord? Alors, mais c'est une excellente remarque, hein, et là-dessus, j'ai pas de réponse définitive. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans tout ça. Euh, alors, je pense qu'on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc, le passage en para-hôtellerie entraîne l'assujettissement à la TVA pour les raisons que je viens de vous exposer. Et c'est là qu'on arrive à un nouveau développement. C'est ce que j'appelle le psychodrame de l'abaissement du seuil de TVA. Donc ça a été la surprise. Même François Bayrou, qui est, je crois qu'il est Premier ministre, même François Bayrou a dit clairement: «Ah, je l'avais pas vu, dites donc l'abaissement du seuil de TVA.» Bon, alors, je veux bien croire, je plaisante un peu parce qu'il est Premier ministre, c'est pas lui qui a pondu tous les détails de la loi de finances de 2025, qui elle-même a subi de multiples rebondissements. D'accord? Il n'en reste pas moins qu'il y a à peu près un mois, un mois et demi même maintenant, tout le monde découvre: «Ah, on avait avant une franchise de TVA en fonction des activités et en fonction du fait qu'on était en micro ou en société. On avait en plus des seuils de franchise différents, hein. Euh, on avait une franchise de TVA et là, pour tout le monde, alors je sais que tout le monde a cru que ça concernait que les micro-entrepreneurs, d'accord? En réalité, ça concerne aussi les sociétés commerciales, hein, l'abaissement du seuil de franchise de TVA. Et donc là, on a un abaissement assez brut, puisque par exemple sur de la para-hôtellerie, le seuil de franchise de TVA était censé être à 85 500 euros au 1er janvier 2025. Ça avait déjà été voté antérieurement. Et que là, bah, l'abaissement, il est pour tout le monde. Donc pour les para-hôteliers également, l'abaissement du seuil de franchise de TVA, il est à 25 000 euros. Ça veut dire que si vous êtes un loueur meublé qui était tranquille avec son activité qui dégageait 20, 30, 40 000 euros
de location meublée courte durée. Il se disait, je suis tranquille, je suis loueur meublé non professionnel. Peut-être que la personne avait déjà une petite problématique d'URSSAF, puisque je rappelle qu'au-delà de 23 000 euros, on doit être immatriculé à l'URSSAF si on fait de la LCD en nom propre. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc, il se disait peut-être, bon, ça va à peu près. Et puis là, il voit pas arriver le truc, il sait pas qu'il est passé en para-hôtellerie, donc il n'a pas facturé de TVA l'an dernier déjà, d'accord? Et puis là, boum! Non seulement il n'a pas facturé de TVA, mais il s'est peut-être dit, je suis à 40 000, mon seuil de franchise c'est 85 500, donc je suis tranquille. Et là, on lui dit, ah, au fait, monsieur, à partir du 1er janvier, le seuil de TVA, la franchise est abaissée à 25 000 euros. Alors, petit rappel, petite explication quand même de texte sur ce qu'on appelle la franchise de TVA. En réalité, c'est tout simplement le fait que vous êtes assujetti à la TVA, donc normalement, vous êtes redevable de la TVA, mais vous pouvez être exonéré des obligations déclaratives et comptables tant que votre chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil. Alors, je simplifie un petit peu, puisque avant, par exemple, il y avait un seuil glissant sur 2 ans. Donc là, même sur les seuils, ils avaient trouvé le moyen de ne pas faire très simple. D'accord? Et là, en gros, le principe qui a été acté dans la loi de finances, donc c'est une mesure qui a été votée, hein, j'attire votre attention là-dessus. Pas, ne vous, sur Internet, on voit tout et n'importe quoi, ne vous y trompez pas. L'abaissement du seuil de TVA a bien été voté dans la loi de finances 2025. Le seuil de TVA légalement applicable dans la loi de finances est de 25 000 euros. Donc, en dessous de 25 000 euros, vous êtes bien assujetti si vous êtes para-hôtelier, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de facturer de la TVA et de la collecter et de la déduire en contrepartie. Et en revanche, si vous êtes au-dessus de 25 000, normalement, vous êtes dans cette obligation. D'accord? Alors, les 25K, c'est du loyer net ou du loyer brut? C'est du loyer brut, puisque c'est le chiffre d'affaires. Et pour un loueur meublé en courte durée, le chiffre d'affaires, c'est son loyer brut. D'accord? Donc, du coup, là, c'est un peu la panique à bord. Parce que pour beaucoup de loueurs en meublé courte durée, 25 000 euros, ça arrive quand même assez vite. Alors, et c'est là qu'il y a une fronde des micro-entreprises qui se manifeste un petit peu tard, mais bon, comme cet abaissement a surpris un peu tout le monde, et ils obtiennent une suspension de la mesure. D'accord? Donc, suspension de la mesure, ça veut dire, bon, ils se disent, ah, on n'avait peut-être pas bien compris l'impact de l'abaissement du seuil de franchise de TVA à 25 000 d'un seul coup. Ça pourrait être problématique pour certaines micro-entreprises qui ne seront pas en capacité de répercuter sur leurs clients les 10 ou 20% de TVA. Alors pourquoi je dis sous 20%? Si vous êtes coiffeur indépendant en micro-entreprise, bah, votre TVA, elle est à 20%, si je ne dis pas de bêtises, sur une activité de coiffure. D'accord? Et donc, si vous dépassez 25 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez rajouter 20% sur votre activité de coiffure. Donc, votre client final, qui est un particulier, il ne récupère pas la TVA, hein. Donc, pour lui, c'est 20% plus cher d'un coup. Par contre, si vous êtes, par exemple, une micro-entreprise de ménage qui se retrouve en situation de facturer 20% de plus à une société de conciergerie qui est elle-même assujettie à la TVA, oui, effectivement, là, c'est peut-être moins embêtant. D'accord? Parce que pour la conciergerie, de toute façon, comme elle l'était déjà assujettie, il y a un effet neutre. OK? Mais en réalité, celui qui ne paye pas au bout du bout du bout, celui qui ne récupère pas la TVA, c'est normalement le consommateur final. Donc pour le prix des nuitées, si j'applique le raisonnement, bah, le propriétaire à qui sa conciergerie dit, et dites donc, je suis désolé pour vous, mais vous avez suivi un peu la para-hôtellerie. Maintenant, bah, vous êtes para-hôtelier, donc ça a une répercussion sur le prix de vos nuitées et vous devriez les facturer 10% plus cher, puisque la TVA sur le prix des nuitées est à 10%. D'accord? Oui, voilà. Effectivement, Claude, le taux de TVA est de 10% sur l'hôtellerie, donc sur la para-hôtellerie aussi. Et donc, ça veut dire que bah, les prix des locations doivent augmenter de 10%, potentiellement. Ou alors, le propriétaire doit rogner sa marge de 10%, ce qui est peu probable. D'accord? Ce qui va poser pas mal de problèmes, effectivement, à terme.
Alors, Dimitri, on a une question aussi sur les 25 000 ouais. euros. Est-ce qu'ils sont par bien ou par entité commerciale? Alors, les 25 000 euros, c'est pas par bien, c'est par entité. Donc, si vous avez 3 SCI, ça va être un seuil de 25 000 pour chacune des SCI. Si vous êtes en plus loueur meublé en nom propre, il y a un seuil de 25 000 pour vous en tant que loueur meublé en nom propre, en tant que propriétaire qui loue en direct. Donc, effectivement, c'est par entité. D'accord? Et je sais on en avait déjà on avait déjà un petit peu évoqué le sujet, effectivement. C'est bien par entité. Euh, oui, ça craint. Ça craint, effectivement. Il faut intégrer l'impact. Alors, donc, tout le monde s'émeut et on a une première suspension de la mesure de l'abaissement du seuil de TVA jusqu'au 1er mars 2025. D'accord? On est le 17 mars. OK? Et donc, comme ils n'ont pas réussi à résoudre la question, ils ont dit, OK, parce ils ont suspendu la mesure en panique le 17 ou le 18 février, après le vote de la loi de finances, et puis ils l'ont suspendu jusqu'au 1er mars, en se disant, ouais, pas de problème, on va avoir résolu. Ils n'ont rien résolu du tout. Donc, ils ont pris l'ampleur du problème et ils ont resuspendu jusqu'au 1er juin 2025. Ce qui pose pas mal de difficultés aussi. Pour moi, hein, je comprends pas tout. D'accord? Parce que ils ont publié, enfin, Obofip a été publié, ce qu'on appelle, alors pour le coup, c'est pas un rescrit fiscal suite à une question d'un contribuable, c'est un rescrit fiscal dans le BOFIP pour apporter des éclaircissements, et c'est pour que ça soit opposable par les contribuables à l'administration fiscale. Donc, ils ont mis en ligne un rescrit fiscal qui suspend la mesure jusqu'au 1er juin et qui dit qu'il n'y aura pas d'obligation déclarative à effectuer entre maintenant et le 1er juin 2025 sur la TVA si on franchit les 25 000. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à la lecture de ce rescrit fiscal. Bon, c'est un peu compliqué. Et moi, je me dis, par exemple, et je ne l'ai pas vu dans le rescrit, hein, sa lecture, qu'est-ce qui se passe si je suis à 40 000 quand j'arrive au 1er juin? Est-ce que mon compteur repart à zéro? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que parce que j'aurais dépassé les 25 000 au 1er juin 2025, et sous réserve que la mesure soit maintenue, alors je vous le dis, mon avis d'avocat, je vous le dis tout net, c'est qu'ils ils vont pas annuler la mesure. J'y crois pas, d'accord? L'État a désespérément besoin d'argent et ils l'ont pas fait uniquement pour améliorer la situation de concurrence qui aurait eu déloyale entre certaines entreprises et certains micros, etc. Je pense que derrière, ils étaient bien contents de pouvoir essayer de récupérer quelques centaines de millions d'euros en plus. D'accord? En plus, pour annuler purement et simplement la mesure, il faudrait une loi, puisque la mesure a été votée dans la loi de finances. Donc on ne peut pas se contenter de la suspendre par un peu le fait du prince, par une instruction BOFIP. Surtout que cette instruction est susceptible d'être annulée, sachez-le. Donc la suspension pourrait même être annulée. Ce qui veut dire que là, j'ose même pas évoquer l'hypothèse, parce que si l'instruction est annulée, elle est censée ne jamais avoir existé. Bref, ça devient horriblement compliqué et les experts comptables vont certainement s'arracher les cheveux sur toutes ces questions. D'accord? Donc là, pour l'instant, je pense que vous devez vous rapprocher de vos experts comptables pour prendre leurs avis, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de vous délivrer un avis éclairé, à part un conseil de bon sens qui serait de peut-être provisionner un peu de trésorerie en cas de problème sur la TVA. D'accord? Est-ce que vous devez dès maintenant appliquer les 10% de TVA aux nuitées? À vrai dire, je ne sais même pas comment ça va marcher vis-à-vis des plateformes. Parce que la TVA, bah, elle est partout, mais comment est-ce que ça va fonctionner au niveau des plateformes? Par exemple, Airbnb qui collecte le prix, puisque Airbnb encaisse les loyers, hein. Donc, si Airbnb demain encaisse les loyers avec 10% de TVA, alors ça fonctionne peut-être déjà s'il y a déjà des para-hôteliers qui ont leurs annonces sur Airbnb et facturent déjà de la TVA. Moi enfin, ce n'est pas mon cas dans mes locations courte durée qui sont opérées par des conciergeries. Donc là, je dois dire que concrètement,
comment ça va se mettre en place? Je suis dans l'expectative et je vous invite à vous rapprocher de vos experts comptables pour leur poser aussi ces questions, qu'ils vont certainement faire remonter à l'ordre des experts comptables. D'accord? Donc, on a plein de choses. Alors, par contre, si on veut voir le bon côté des choses, et je crois que Claude a mis une petite incidente dans le chat, il est vrai que si vos propriétaires, ou vous-même, si vous êtes propriétaire, êtes amené à facturer 10% de TVA sur le prix des nuitées, ça veut dire que vous êtes assujetti et qu'en contrepartie, vous allez pouvoir ce qu'on appelle récupérer, c'est-à-dire déduire la TVA que vous-même êtes amené à payer à des prestataires. Donc vos clients, si vous êtes une conciergerie et que vous facturez 20% de TVA à vos clients, eh bien, ils vont pouvoir, cette fois-ci en étant assujettis à la TVA, déduire des 10% collectés dans le prix des nuitées, les 20% de vos prestations de service, par exemple. Vous voyez, ça nous entraîne quand même assez loin. D'accord? Alors, il y a énormément je vous l'ai dit, hein, il y a énormément de questions non résolues suite à cette modification de seuil. Et comme il y a un recours contre cette modification de seuil, ainsi qu'un recours contre la modification de la para-hôtellerie, je ne sais pas trop où on va. La problématique, par exemple, sur la para-hôtellerie et sur la modification opérée dans le BOFIP des critères, c'est que si jamais le recours produit son effet, je pense qu'une loi sera votée pour remettre en vigueur les modifications qui ont été opérées, à mon avis, illégalement dans le BOFIP. Pourquoi c'était illégal? Je ne vais pas rentrer dans de longs développements trop juridiques. Ah oui, ça c'est une bonne question, les travaux. Ben non, à mon avis, c'est trop tard pour la déduction des travaux qu'on a fait il y a 2 ans, malheureusement, puisque l'ancien contentieux sur la para-hôtellerie euh, consistait, pour les gens qui voulaient devenir para-hôtelier, le jeu du fisc, c'était de refuser le statut de para-hôtelier, en disant qu'ils ne remplissaient pas les critères. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils voulaient éviter de rembourser des crédits de TVA, évidemment. Et quand on avait des travaux, ça pouvait porter sur des sommes importantes. Je pense que le nouveau contentieux qui va se développer va être un contentieux, dites donc, et ça, ça va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, dites donc, on a fait un contrôle là, votre chiffre d'affaires tente à démontrer que vous étiez para-hôtelier, parce qu'on a regardé aussi sur les plateformes la durée des nuitées, etc., des séjours. Et donc, vous étiez para-hôtelier, vous auriez dû facturer de la TVA, et donc on va vous redresser sur la TVA non facturée. C'est un vrai risque. D'accord? Alors, je suis d'accord, hein, tout ça est quand même un peu compliqué, je trouve, et ça facilite pas à court terme la vie des conciergeries et des loueurs en courte durée. Il faut bien le dire. D'accord? Mais je vous disais ça parce que je pense que si jamais l'instruction BOFIP était annulée sur la para-hôtellerie, il reprendrait par une loi, cette fois-ci, les mêmes critères de para-hôtellerie, très sincèrement. Alors, même la loi, enfin, même la modification BOFIP n'est pas tellement raccord avec l'avis du Conseil d'État de 2023. Mais bon, on ne va pas s'aventurer trop loin non plus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, par contre, l'abaissement du seuil de TVA, lui, il est acté dans la loi, mais si vous m'avez bien suivi, c'est la suspension de la mesure qui a été faite dans le BOFIP. Et il y a déjà un précédent d'annulation d'une instruction du BOFIP l'an dernier, quand ils avaient fait un pataquès avec les seuils des micro-BIC, etc. Donc, il n'est pas impossible non plus que cette suspension de la mesure, si elle devait être reconduite, soit attaquée par des groupes de pression mécontents qu'on ait suspendu l'abaissement du seuil de TVA, puisque c'est notamment le secteur de la construction qui, lui, était plutôt satisfait de l'abaissement du seuil des TVA en disant qu'ils étaient en concurrence déloyale avec des artisans en micro-entreprises. Bref, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, pour parler un peu familièrement, parce que là, pour l'instant, on est dans cette période où on est un peu en l'air, où la mesure est suspendue jusqu'au 1er juin. En attendant quoi? Je ne sais pas. D'accord? Alors, je crois que. Alors, pouvez-vous expliquer comment se passe la sortie de franchise et le paiement de la TVA lorsqu'on manque la fin? Je vais laisser peut-être Maud nous lire la fin. Oui, pouvez-vous expliquer comment se passe la sortie de franchise et le paiement de la TVA lorsqu'on a eu des réservations avant la sortie, sans collecte de la TVA, et dont le séjour se déroule après la sortie de franchise? Doit-on refacturer la TVA au client ou absorber la TVA nous-mêmes? Je n'en ai pour l'instant strictement aucune idée. Je vous le dis franchement.
Alors déjà, moi, en tant qu'avocat, pour le coup, je ne déclare absolument aucune TVA. C'est mon expert comptable qui s'occupe de tout ça et je lui souhaite bien du plaisir en ce début d'année parce que ça va être un peu terrible. Mais très franchement, je ne sais pas. La loi est sibylline hein, sur tout ça. Je pense qu'ils n'ont absolument pas envisagé toutes les conséquences sur des activités comme la location meublée en courte durée. Eux, ils sont partis du principe, c'est les sociétés commerciales, etc. Mais en réalité, c'est une sorte de combinaison de modifications, les unes après les autres, qui nous amènent à ça. En réalité, tout ce système est devenu tellement complexe qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose, ça a plein de répercussions et d'effets de bord. Et là, on arrive à ces situations où, concrètement, je ne sais pas répondre à cette question. Voilà. Donc là, pour le coup, renseignez-vous auprès de votre expert comptable. D'accord? Alors, comble de malchance, et là, je fais un tout petit retour en arrière. On avait fait un webinaire précédemment sur la loi Le Meur. Je rappelle aussi que les loueurs en courte durée pour des logements non classés qui dépassent désormais un chiffre d'affaires très faible, 15 000 euros par an, passe au régime du réel sur la comptabilité et la fiscalité. Donc, un loueur en courte durée qui était un peu tranquille, en micro BIC, qui se posait pas trop de questions, qui tenait même pas de comptabilité, parce qu'il était sous le seuil du micro BIC, bah maintenant, si ces logements ne sont pas classés, qui dépassent 15 000, ils passent au réel. S'il a des locations meublées courte durée, de moins d'une semaine, il passe en plus en para-hôtellerie. Et potentiellement, il se retrouve assujetti à la TVA. Ça va lui faire quand même pas mal de changements d'un coup. Je voudrais pas être à la place des gens qui vont avoir à gérer tout ça. Voilà. Et Mais on avait une moi, question, Dimitri de Candice, qui disait que donc si son client fait moins de 25 000 € de loyer brut, alors il n'y a pas de TVA, donc pas concerné par cette nouvelle réglementation. C'est bien ça. alors, il sera pas, il sera en franchise de TVA, en dessous de 25 Mm. 000 euros de chiffre d'affaires, effectivement. Donc, potentiellement, s'il est en para-hôtelier, il est quand même assujetti, mais il est en franchise, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation déclarative. Et par contre, sachez aussi qu'on peut toujours opter pour la TVA quand le statut est un statut qui entraîne l'assujettissement. D'accord? On peut opter, même si on est en franchise. Bon, et il y a des gens qui pourraient avoir intérêt à opter dans certains cas. Mais non, effectivement, en dessous de 25 000, en l'état actuel des choses, même si la mesure est bien confirmée au 1er juin, enfin confirmée, même s'ils prennent pas, je ne sais même pas comment ils pourraient faire hein, concrètement, à moins de revoter une loi, ce qui est peu probable. Sachez aussi que il est probable, vraisemblable, mais je dirais plus probable, j'en ai déjà parlé, qu'on ait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en juin ou en juillet prochain. Donc ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à voter des lois juste avant la dissolution. Je pense que ça va entraîner encore un joli pataquès, tout ça. Je vous le dis, hein, il n'y a pas de secret. Bon, j'ai pas de longues oreilles, mais c'est un assistant parlementaire d'un député qui me l'a dit. Donc, j'ai tendance à me dire, s'ils se préparent eux-mêmes à une dissolution, c'est quand même qu'il y a de fortes probabilités que ça arrive. C'est vrai que on peut pas dire que on soit sur une période de stabilité extrême. Mais tout ça fait qu'il y a des choses qui sont votées et qui sont potentiellement remises en cause. Voilà. Bon, tout ça est à suivre hein, un peu de près quand même, même si on n'a pas toutes les questions. Alors, il y a une autre question, je laisse Maud la lire. Maud, ton micro est coupé. Ah oui. Ah oui, pardon. Nous sommes en gestion avec carte G. Notre logiciel nous permet d'automatiser le calcul de la TVA. Nous devrons donc, pour tous nos clients au-delà de 25 000 € bruts, leur intégrer la TVA d'office, leur verser le loyer en TTC et leur transmettre le montant de TVA à déclarer chaque mois. C'est une question. Je pense que oui, que ça devrait se passer comme ça, en toute logique. Effectivement. Euh, Maintenant, attention, hein, encore une fois, tout ça doit être fait en bonne intelligence avec vos experts comptables, puisque l'expert comptable prudent va dire, pour l'instant, la mesure est suspendue jusqu'au 1er juin. Donc là encore, je n'arrive pas à interpréter le rescrit fiscal. Donc, enfin, pas plus que la suspension de la mesure. Au-delà de ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner.
oui, ça oui, effectivement, bonne remarque. Mais alors, il y a des conciergeries avec carte G, d'accord, et il y en aura, je pense, à l'avenir de plus en plus. OK. Alors, pour rappel, j'ai rédigé un contrat de gestion, un mandat de gestion hybridé avec mon contrat de conciergerie sans carte G. Donc, si vous avez besoin d'un vrai contrat de conciergerie, mais pour agence avec carte G, n'hésitez pas à me contacter. Cela dit, euh, alors, les autres sujets, on verra avec Maud si on a le temps de traiter d'autres sujets, mais je reste sur, pour l'instant, le principal sujet de TVA. Donc, cela dit, il est vrai que euh, euh, les agences immobilières ont un devoir de conseil que n'ont pas les conciergeries sans carte G, puisque les conciergeries sans carte G sont liées par des contrats de prestation de services qui n'impliquent pas de devoir de conseil étendu, tandis qu'un mandataire est un professionnel de l'immobilier et en raison du mandat de gestion, il a une obligation de conseil étendue. Donc, est-ce que ça s'étend aussi à la fiscalité? Bah oui, il y a un minimum d'informations à faire vis-à-vis des clients. Ça, c'est clair. Voilà. Euh, donc, euh, donc oui, soyez proactifs là-dessus et tenez-vous bien au courant. Bah, j'en profite, tenez-vous bien au courant, j'en profite pour faire ma petite aparté. Après, on reprendra les questions. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai un podcast pour investisseurs, mais aussi concierges, sous-loueurs et pro de l'IMO, qui s'appelle Le droit d'investir. Peut-être que Maud pourra taper c'est www.ledroitdinvestir.com dans le chat. Et ça vous permet de vous tenir au courant chaque semaine de l'actualité réglementaire, juridique et fiscale dans tous les domaines qui sont les nôtres. Et par exemple, dans un des tout derniers épisodes, j'ai mis en téléchargement sous l'épisode de la semaine. Donc il y a un focus ou une interview plus les actus de la semaine et le coup de gueule de la semaine, chaque semaine, en fin de semaine. Et je mets aussi les ressources à télécharger. Donc j'ai mis par exemple le téléchargement du rescrit fiscal pour ceux qui veulent aller puiser à la source de la même façon que je vous mets en téléchargement la jurisprudence que je cite dans les épisodes. Et une fois par mois, outre les autres choses que vous pouvez retrouver sur la plateforme du droit d'investir, une fois par mois, vous avez une séance de coaching commun avec moi, où là, vous me posez vos questions en direct en Zoom avec tous les autres abonnés. On a une séance ce soir à 20h30, et ça, c'est une fois par mois pendant 2 heures. Donc, si vous voulez rester au courant en tant que pro de tout ça, sans perdre des heures sur Internet, avoir des infos qui parfois me font faire des bondes de maître, hein. J'ai un de mes amis qui m'a relayé un site Internet dont j'avais jamais entendu parler, qui annonce noir sur blanc la fin du statut du loueur meublé non professionnel à l'été 2025. Le mec, on se dit, il doit avoir fumé, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, arrêtez de perdre du temps avec les infos que vous allez trouver n'importe où, n'importe comment, et qui seront fausses. Rejoignez le droit d'investir et l'abonnement est une charge déductible pour vos sociétés en plus. Et en plus, vous récupérez la TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Idem pour les loueurs meublés qui malheureusement passerait en para-hôtellerie. On peut peut-être encore prendre la slide suivante où je voulais terminer et après où on prend les deux, trois questions que j'ai vues passer et on termine sur la question de la plus-value des loueurs en meublé non professionnel, puisque là, je vous ai réservé un petit bonus sur cette question qui fait beaucoup parler d'elle également. Maud, je te laisse peut-être nous partager les deux, trois questions qu'il y a eu. Ouais, il y a une question qui n'a pas été répondue, il me semble. Laisse-moi voir. C'était une sujet sur la déduction, mais alors du coup, tu as un peu répondu. Est-ce qu'on pourra déduire toute la TVA à 20% payée? Alors, elle est à 10% si j'ai bien compris, sur C'est les ça. achats en contrepartie. Oui, mais pas les trucs d'il y a 2 ans, hein, comme je l'ai dit malheureusement. Ouais, donc c'est sur l'année fiscale 2025, Oui, bah tous oui, à les compter de la achats pourront réforme être et du déduits. passage en para-hôtelier, ouais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer la TVA sur les achats réalisés en 2025. Les achats, les travaux, les factures d'abonnement diverses et variées, les honoraires d'avocat. Ok. Je vois que ça fait Super. sourire, au moins, il faut rester positif. Il faut rester positif. Euh,
Est-il possible Et il y a Yuri de... qui demande s'il est possible de refuser, ouais, de passer en para, Bah, vous pouvez essayer de par dire non, hôtelier. non, je veux pas être parrain hôtelier, mais ça marche pas, hein. Non, 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 concrètement, on vous laisse pas le Ou choix. alors, faut arrêter de Il y a changer les des, draps des voilà, voyageurs. ou alors, vraiment, voilà, vous dites aux gens, vous savez quoi, vous ferez le ménage vous-même, ça va être moins cher et vous amènerez vos draps. Ça va être compliqué, hein. J'ai réussi à faire péter la TVA, ok, ouais. Euh, ça, ça serait peut-être le titre d'une télé-réalité, mais voilà. Ça va être compliqué. Je crois que j'avais vu passer une autre question à laquelle je peux peut-être répondre rapidement. C'était une question de Monsieur de Carolis, de Grégoire de Carolis. Et puis après, je vous parlerai de la plus-value des loueurs en meublé 5 minutes pour clore ce webinaire. Ouais, c'était une question sur alors attends, j'essaie de la retrouver. Hem, C'était sur un autre sujet, hein. Ouais, 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 si je peux répondre rapidement, comme je l'ai pas vu. Je me suis bête ah mais j'arrive pas à j'essaie de la lire, mais j'ai un petit bug sur le est-ce que vous pourriez la republier? Ah oui, c'est Grégoire de Coeurl. Je me suis battue pour ne pas avoir à payer la taxe d'habitation. Ah mais j'ai un bug, je n'arrive pas à lire cette question, décidément. Ah, peut-être que Grégoire peut Heu, nous le poser en direct via le micro, je sais pas. ouais, sinon ouais. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, enchanté Grégoire. Pour me présenter, j'ai actuellement 12 logements qui font 200 000 € de chiffre d'affaires séparés en 4 titres de propriété et qui, sous 2 statuts juridiques, LMP et une SASU. Mhm. Et la question, c'est effectivement sur 4 de ces titres de propriété, il y en a 2. J'ai reçu la taxe d'habitation. Et ils m'ont fait plein de demandes, j'ai répondu, ils m'ont refait les mêmes demandes une deuxième fois, j'ai répondu. Et après 4-5 mois, malheureusement, je n'ai pas réussi à les convaincre que, entre guillemets, je ne disposais pas de mon bien et que je ne dormais pas dedans. Mhm. Et ils me disent en gros bah, qu'il faut aller en contentieux si je ne peux pas leur apporter d'autres preuves. Ça Euh, sert à rien, hein. Il y a un arrêt récent du Conseil d'État qui a confirmé ce qui existait déjà, à savoir que il faut être en capacité de prouver l'impossibilité de jouir ou de disposer du mm, logement pendant toute l'année. D'accord? Et c'est une preuve quasiment impossible à rapporter, sauf si on dispose d'un contrat de conciergerie ou d'un contrat de gestion immobilière avec une agence dans lequel il est stipulé que le propriétaire renonce à toute occupation du logement 365 jours par an. Si vous n'avez pas ce type de contrat, ça ne fonctionnera pas, a priori. Et l'ancien argument qui consistait à dire je paye de la CFE, j'ai encore entendu à 2 ou 3 reprises cet argument fonctionner dans des régions ou des centres des impôts isolés, mais en gros, c'est à peu près unifié maintenant et c'est mort. Donc si vous exploitez vous-même vos logements, je pense que vous pouvez malheureusement renoncer à l'idée d'être exonéré de taxes d'habitation. Ce qui fonctionne, en revanche, par exemple, c'est la sous-location, puisqu'avec mon contrat de sous-location pro, j'ai des clients qui sont propriétaires, qui ont confié l'exploitation de leur sous-location, notamment pour pas passer en LMP, à leur société d'exploitation, la marge étant déportée sur la société d'exploitation. Et donc, avec un contrat bien rédigé, j'ai des clients qui ont obtenu le dégrèvement de la taxe, tant en leur qualité de propriétaire que sur leur société d'exploitation. Voilà. Mais autrement, c'est mort. Super, je peux peut-être prendre rendez-vous. Bah, je crois que je vais trouver vos coordonnées pour parler un peu plus en détail. Parce que j'ai un contrat de conciergerie et je peux prendre rendez-vous avec vous? C'est Oui, possible? bien sûr, oui, oui, bien Super, je sûr. vous Je recontacterai, crois que merci. Maud a mis mon contact ou mon site internet. Donc, je propose Oui. régulièrement des rendez-vous de conseil et mes contrats à tout le monde sur tous ces sujets. Effectivement. Merci, maître. Je Merci vous en beaucoup. prie avec plaisir. On avait Et encore on a 2 une question. ouais, on a encore 2 petites questions. Alors on a Candice qui vient de nous demander si je cumule un loyer en location longue durée et un en courte durée, je dépasse les 25 000 loyers, les 25 000 € de loyer brut. Comme c'est par entité, est-ce que je dois mettre de la TVA sur celui en courte durée? Point d'interrogation. Excellente question. Eh bien, je ne sais pas. Mais a priori, j'aurais tendance à dire non. D'accord? Là où ça va être encore plus compliqué, c'est si je fais de la moyenne durée et de la courte durée sur le même bien. Est-ce que par exemple du bail mobilité ou du bail de résidence secondaire, euh, mais par contre, si globalement
on reste sous le seuil des 25 000 € en location courte durée, d'accord? Donc, avec des contrats de location de courte durée. Et il ne faut pas confondre. C'est là que ça se complique encore plus. Un bail mobilité peut être d'une durée d'un mois. Or, normalement, le critère de la location courte durée, c'est des séjours inférieurs à 90 jours consécutifs. Mais si on utilise un bail de mobilité, on a un contrat qui ne rentre pas dans la catégorie des contrats de location courte durée. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, en dessous de 25 000 € en courte durée, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Même si par ailleurs, vous avez un chiffre d'affaires cumulé avec des locations meublées longue durée qui fait que vous dépassez ce chiffre. Autre question, et puis après, j'essaye de parler 2 minutes de la réintégration de l'amortissement dans la plus-value des loueurs meublés. A priori, on n'avait pas d'autres questions pour l'instant. Ah si. Pour ceux qui sont à la limite des 25 000 et qui ne veulent pas les dépasser, si vous passez par une conciergerie avec carte G, celle-ci peut segmenter sa facturation et facturer les frais de ménage au locataire. Du coup, ça diminue votre brut. Alors, il y a la question sempiternelle des frais de ménage qui entrent dans le chiffre d'affaires, etc. Et des débours. J'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube sur les débours. Je sais qu'il y a plein de conciergeries qui ont des questions sur les débours. Est-ce qu'elles ont d'ailleurs des mandats de débours? Je ne suis même pas certain, alors qu'il faut, pour cadrer tout ça fiscalement, avoir un mandat de débours. Oui, vous le verrez dans la vidéo. Donc, oui, il y a des petites possibilités à la marge de réduire un petit peu le chiffre d'affaires. Mais pas évident non plus. Voilà. On passe 2 minutes à la slide sur la réintégration de l'amortissement qui a fait grand bruit également. Mais vraiment, je vais être bref puisqu'on arrive à la fin du webinaire. Vous le voyez hein, quand même, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui restent en suspens et qui, normalement, sur lesquelles on peut espérer avoir des éclaircissements d'ici le 1er juin 2025. En attendant, est-ce que vous devez dès maintenant, si vous dépassez les seuils, facturer la TVA? Encore une fois, voyez avec votre expert comptable ce qu'il en pense concrètement. Je ne sais pas combien de temps il faut pour le mettre en place. Ou même en tant que conciergerie, informez aussi vos clients des difficultés que vous pouvez rencontrer. Parce que du coup, c'est vous qui fixez bien souvent la politique tarifaire. Et tout ça a plein d'incidences. D'accord? Alors, est-ce que Maud, tu pourrais remettre la slide sur la dernière, l'avant-dernière slide sur l'amortissement? Celle-ci? Non. Alors là, je vois tout le monde. Enfin, là, j'ai plus le partage d'écran avec le. Ah d'accord, très bien. Ah bah, je te le remets, hop. OK, donc je te remets sur on en était ici. Voilà, donc la plus-value des loueurs en meublé non professionnel. Donc l'ancien principe, avant le vote de la loi de finances, c'était que si vous étiez loueur meublé non professionnel, donc sous un statut LMNP, vous vendiez un bien, vous aviez la plus-value des particuliers, avec l'abattement pour durée de détention. Remise en cause du principe, on a ce qu'on appelle la réintégration des amortissements. Le BOFIP, enfin le BOFIP, la loi de finances dit pas ça comme ça, a dit que le prix de vente est minoré des amortissements pratiqués depuis la mise en location, blablabla. Alors, au départ, ils avaient pensé le faire au 1er janvier 2025. Ils ont compris que c'était injouable, concrètement, puisque les notaires qui sont chargés de collecter ces plus-values, bah, c'était trop tard pour leur demander de recalculer les plus-values sur les ventes effectuées entre le 1er janvier et le 17 février. Donc, c'est applicable à partir des ventes du 17 février 2025, mais ça veut dire que, tout simplement, on va comptabiliser les amortissements et l'ajouter dans votre calcul de plus-value. On a plein d'incertitudes là-dessus, d'accord? Pareil, si je suis en micro-BIC, est-ce qu'on réintègre un amortissement fictif? Ça, c'est la question à 1 000 € en ce moment. Donc, les gens ne sont pas d'accord. J'ai tendance à dire, ben non, en micro-BIC, par hypothèse, je n'ai pas eu une comptabilité avec des amortissements déduits. Je ne vois pas pourquoi je réintégrerais un amortissement fictif. Il y a des gens, des conseils en gestion de patrimoine qui disent, si, on va réintégrer un amortissement à hauteur de 2% par an parce que l'abattement tient compte d'un amortissement fictif. Moi, il n'y a pas de comptabilisation d'amortissement. Je rejoins d'autres avocats qui le disent. Je suis d'accord avec eux.
dès lors que fiscalement et comptablement, on ne constate pas d'amortissement, je ne vois pas comment on pourrait les réintégrer dans un prix de vente. Voilà. Mais à voir. Ensuite, sur le mode de calcul, qu'est-ce qui se passe si j'arrête de louer en meublé et que je passe en location nue? Est-ce qu'on applique la théorie des biens migrants qu'on appliquait en loueur meublé professionnel sur les calculs de plus-value? Oui, mais les biens migrants, c'est sur les plus-values des loueurs meublés professionnels, pas sur les plus-values des loueurs meublés non professionnels. Waouh! Donc là, comment le notaire va-t-il calculer la plus-value? Qu'est-ce qui va lui fournir les infos pour savoir depuis combien de temps on amortit et quel est le montant des amortissements à réintégrer? Aucune idée. Vous l'aurez compris, tout ça est quand même pas terrible, mais ce principe de réintégration des amortissements nous rapproche finalement le régime du loueur meublé non professionnel de l'investissement en SCI, puisque sur l'investissement en SCI, l'un des principaux obstacles pour les investisseurs était de se dire, quand la SCI va revendre, je vais me faire massacrer sur la plus-value à la revente, puisqu'on avait une réintégration de l'amortissement. Ben là, en fait, on s'aperçoit que potentiellement, ça va être un peu à terme la même chose pour un loueur en meublé non professionnel, puisque sa plus-value va grossir. Et dernière touche pour terminer ce webinaire, j'attire votre attention. Je vais vous faire un petit peu de prospective. Je vais jouer les Madame Irma, d'accord? Je pense qu'on s'oriente vraisemblablement vers une réforme globale de la fiscalité des plus-values des particuliers, puisque comme ils ont fait tout ça un peu comme pour la TVA dans la précipitation, ils ont juste oublié de réformer l'abattement pour durée de détention. Donc, pour éviter de payer une plus-value trop importante sur des amortissements, si vous êtes en capacité de le faire, ne vendez pas. Puisque, bah, du coup, votre amortissement va être réintégré, donc votre base taxable va grandir au fil des années, mais vous aurez un abattement pour durée de détention qui va réduire au fil des années le taux de taxation de votre plus-value. Donc, au bout de 30 ans, à fiscalité constante, mais ce n'est pas ce qui va se passer, ils vont changer la fiscalité bien sûr, vous seriez à zéro. Que vous soyez à zéro sur 100 000 ancien régime ou sur 100 000, plus de 100 000 d'amortissement nouveau régime avec la réintégration, soit une base taxable de 300 000, bah moi 0 sur 100 000 ou 0 sur 300 000, ça fait toujours zéro. C'est ce qui me fait dire que comme ils sont lamentablement ratés et qu'ils n'ont pas, dans la précipitation, ils ont raté une partie de la réforme, ils vont revenir à la charge, à mon avis, en fin d'année, lors du vote de la loi de finances 2026 ou l'an prochain. Seul truc qui pourrait un peu nous sauver, c'est la perspective des élections présidentielles. Ils vont peut-être se dire, oh là, on va peut-être pas toucher à la plus-value des particuliers juste avant les élections présidentielles. Bon, parce que le temps, il faut vraiment qu'ils remettent à plat, vous l'avez compris, l'ensemble de la fiscalité. Parce que ça devient un véritable bazar, pour être poli. Et je plains sincèrement tant les notaires que les experts comptables pour mettre en œuvre cette réforme. Puisque pour l'instant, c'est pareil, on attend les précisions de l'administration fiscale. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes maintenant alertés sur les problématiques de TVA, que même si je n'ai pas pu vous donner toutes les réponses, faute de les avoir tout simplement, pas plus que mes confrères ou les experts comptables, bah, vous êtes en capacité aussi d'informer vos propres clients et de les avertir d'avoir à se renseigner également de leur côté. Voilà. Vous voyez que c'est quelque chose qui va évoluer dans les mois qui viennent et qu'on va avoir de vrais bouleversements sur le marché de la location courte durée, puisqu'on va potentiellement se retrouver avec des distorsions de concurrence aussi entre les prix de ceux qui resteront hors du champ de TVA pour les petits loueurs et les prix de ceux qui vont rentrer dans le champ de la TVA. Sachant que les petits loueurs à moins de 25 000 euros par an, potentiellement, il y en a qui vont se retrouver vraiment coincés de partout. C'est ceux qui étaient en micro-BIC, qui vont passer en réel parce qu'ils sont à plus de 15 et qui vont rester hors du champ de TVA parce qu'ils sont à moins de 25. Waouh! Si je rajoute à tout ça un petit seuil sympa à 23 000 pour l'URSSAF, 15, 23, 25, rien que là, on a 3 seuils déjà de chiffre d'affaires. Donc, moi, je dis aux experts comptables, bon courage. Voilà. J'étais ravi de faire ce webinaire avec Smiley et avec vous tous. N'hésitez pas à me contacter, hein. Je propose des rendez-vous de conseil sur tout ça, des structurations de société. Je propose la vente de mes contrats, évidemment.
N'hésitez pas non plus à rejoindre le droit d'investir. Dernière petite chose, vous voyez, sur la dernière slide, offre 30 minutes de rendez-vous. D'accord? Je vous fais une offre que je fais de temps en temps. Donc, si vous rejoignez le droit d'investir d'ici demain soir, pour les gens qui vont voir potentiellement le replay, d'accord? L'abonnement est à 47 euros TTC et vous m'envoyez un courriel. Vous avez l'adresse de contact@cabinet-boujard.com en me disant je me suis abonné au droit d'investir, donc le www.ledroitdinvestir.com, à tout à l'heure Claude. Et donc vous abonnez ne serait-ce que pour un mois, ça vous coûte 47 euros, mais je vous offre 30 minutes de rendez-vous de conseil avec moi sur vos sujets de conciergerie, d'accord? Sachant que ma facturation horaire est à 420 euros de l'heure. Donc 30 minutes, c'est 210 euros normalement pour un rendez-vous avec moi. Tous mes sites, tous mes tarifs sont hyper transparents sur mon site d'avocat. D'accord? Vous retrouvez aussi d'ailleurs les tarifs de mes contrats. Donc, vous voyez, c'est une super offre parce que vous abonnez même seulement pour un mois. Évidemment, je suis sûr que vous allez rester abonné. Mon produit est génial. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Et puis au moins, vous arrêterez de perdre du temps. C'est simple. Pour savoir si vous devez vous abonner, je sais pas ce qu'en pense Maud, mais vous calculez votre taux horaire et vous savez que pour 47 euros par mois, vous aurez chaque semaine l'actualité juridique et fiscale IMO sans perdre des heures sur Internet. Donc, si vous perdez des heures pour plus de 47 euros par mois, déjà, vous savez que, économiquement parlant, vous avez tout intérêt à vous abonner à mon podcast. Voilà, c'était un peu le mot de la fin. Je suis toujours ravi de partager et de répondre à vos questions parce que c'est l'interaction aussi qui me fait progresser, hein, très sincèrement. Et je peux vous dire que là, on m'a encore posé des questions la semaine dernière où je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Mais c'est super intéressant intellectuellement. Donc, j'aimerais aussi parfois que ça soit un peu plus simple pour nous permettre de plus bosser concrètement sur les vrais sujets autres, comme l'activité professionnelle. Mais bon, il faut faire avec. Donc, je suis là aussi pour vous seconder là-dessus. Je laisse le mot de Ouais, la merci fin à beaucoup Maud. Dimitri, c'était super intéressant et tu as bien expliqué, je trouve. Enfin, je veux dire, même moi j'ai compris tout de A à Z, donc c'est que c'était Pas de bien souci. bien clair et pas facile sur ces sujets-là particulièrement de TVA, de seuil, de régime BIC réel. Enfin, c'est pas évident du tout. Donc merci beaucoup d'avoir bien banalisé tout ça pour qu'on puisse y voir plus clair. Et en effet, ouais, vous retrouverez. Bah, là, sur cette slide-là, du coup, toutes les informations sur Dimitri Boujard, le cabinet, le podcast, etc. Mais de toute façon, je vais vous envoyer un email aussi de suivi et il y aura tous les liens dessus et la vidéo YouTube donc du replay si jamais vous voulez le partager à vos équipes sera diffusée sur la chaîne YouTube de Smiley. Super. Voilà. Il me reste plus qu'à dire à tout le monde à bientôt dans un prochain webinaire alors. Euh, ou alors, Oui, exactement. ou alors lors de mon prochain coaching commun pour le droit d'investir. Je suis sûr que je sais déjà que je vais retrouver Claude ce soir, donc il y aura peut-être d'autres personnes parmi vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Très bonne soirée. Au revoir.